Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 L'Actu. 7-8 L'Actu de ce lundi 16 septembre. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Arnaud Montebourg, Fleur Pellerin et Benoît Hamon, 3 ministres sur le site de ADS à Elancourt ce matin pour ce premier déplacement autour de la nouvelle France industrielle. 34 priorités pour la France de demain ont été exposées. La semaine de la mobilité vient de débuter, opération européenne afin de promouvoir les modes de déplacement alternatifs. Focus dans ce journal sur vos habitudes en la matière et sur les infrastructures de Saint-Quentin en Yvelines. 12 millions de visiteurs pour la cuvée 2013 des Journées du patrimoine. C'est aussi bien que l'an dernier. 17 000 sites étaient ouverts au public dans les Yvelines. Nous reviendrons sur les visites proposées en préfecture de Versailles, mais aussi dans une mosquée à Plaisir. L'image du jour, c'est le nouveau permis de conduire disponible depuis aujourd'hui, mais uniquement pour les nouveaux lauréats à l'examen au format carte de crédit. Les permis délivrés entre le 19 janvier et le 15 septembre 2013 seront échangés progressivement jusqu'en 2014. Pour tous les autres, soit près de 38 millions de titres à l'ancien format, il faudra attendre au plus tard 2033. Inutile donc de se rendre en préfecture, les modalités d'échange seront dévoilées plus tard. Dans le détail, ce nouveau permis se veut plus solide bien sûr que l'ancien papier rose, plus petit aussi, de la taille, je vous le disais, d'une carte de crédit. Il est surtout plus difficile à falsifier grâce à sa carte à puce. Ce permis New Look aussi en vigueur dans l'Union européenne. 34 plans de reconquête industrielle, c'est l'annonce du gouvernement et de son ministre du redressement productif, énergie renouvelable, TGV du futur, industrie du bois font partie des priorités, des objectifs fixés pour rivaliser avec les autres pays. Pour lancer ce plan baptisé la Nouvelle France industrielle, Arnaud Montebourg, Fleur Pellerin, Benoît Hamon, 3 ministres étaient à Elancourt au siège de Cassidian, filiale de ADS. 2 marchés ont plus particulièrement été évoqués, la cybersécurité, mais aussi le développement de la 4G. Claire Cambier et Jonathan Villeman. Le ministre du redressement productif annonçait la semaine dernière le lancement de 34 plans de reconquête industrielle. Le but, rendre nos secteurs innovants plus concurrentiels sur le marché mondial. Ce lundi, Arnaud Montebourg a voulu prouver que ces plans d'action sont déjà en marche. Au programme, une visite avec d'autres membres du gouvernement au siège de Cassidian à Elancourt, filiale de ADS. Vous défendez bien la France, je crois que vous le faites bien déjà, continuez. Merci beaucoup. Très bien. Les sauveurs, des ingénieurs spécialisés dans 2 secteurs clés, le développement des réseaux 4G en tête et la cybersécurité. Nous investissons là où nous pouvons obtenir des créations d'emplois. L'art de la guerre, comme disaient tous les stratèges militaires, c'est de concentrer nos forces sur les points forts et non pas de les disperser sur nos points faibles. Des partenariats publics-privés sont donc mis en place, investissements notamment en recherche et développement et évolution de la législation. Dans le numérique, on évoque le nombre de 150 000 emplois créés ou sauvés et plus de 15 milliards d'euros de valeur ajoutée générée. Pour nous, c'est un formidable boost dans le développement de nos affaires. Donc en particulier les investissements R&D qui sont liés à ça, on y attend beaucoup. On attend beaucoup d'investissements de l'État dans ces domaines-là. Un État régalien doit investir massivement dans ces technologies. C'est l'idée de ce plan et donc nous, ça devient très positif. Les plans d'action dans le secteur numérique prévoient également de plancher sur l'e-éducation, l'hôpital numérique ou encore les objets connectés. Une semaine européenne dédiée à la mobilité. Elle débute aujourd'hui avec pour objectif de sensibiliser à l'utilisation des transports publics, du vélo également. Et puis elle doit également servir à encourager les communes à investir dans les infrastructures nécessaires. Invité de cette édition, Emmanuel Vega, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des transports et déplacements pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On va débuter par ce dernier point, la question des infrastructures. Aujourd'hui, globalement, l'agglomération est-elle bien équipée pour justement utiliser le bus, le vélo, pour se déplacer, pour aller travailler? L'agglomération, à mon sens, est bien équipée puisque nous avons un réseau structurant actuellement existant sur les principales lignes ferroviaires, donc les lignes qui vont à Montparnasse, qui vont à la Défense, et puis le RERC qui va sur le centre de l'agglomération parisienne. Parallèlement, nous avons tout un réseau de bus qui est très structuré, donc plus de 32 lignes, un réseau qui est peut-être le deuxième plus important réseau de grande couronne de la région parisienne, donc un réseau très important que nous continuons à renforcer de manière régulière. Vous surveillez régulièrement les évolutions des différentes lignes, on surveille les demandes? Tout à fait, on surveille d'une manière très régulière et d'une manière permanente effectivement la fréquentation. Des ajustements sont opérés quasiment annuellement actuellement pour effectivement s'adapter au mieux à l'offre, notamment sur le transport scolaire. On a fait des très gros efforts depuis 2 ans sur le transport scolaire de manière à améliorer la desserte pour les lycéens et les collégiens.
Et puis parallèlement, effectivement, les dessertes vers les entreprises et les pôles d'emploi sont également très fortement regardées. Est-ce que ça, c'est un enjeu majeur pour les entreprises, le déplacement des salariés, une accessibilité optimum pour les entreprises, c'est important. Elles participent à la semaine de la mobilité sur Saint-Quentin aussi, d'ailleurs. Tout à fait, d'une manière très active. On a une participation importante des entreprises. 8 entreprises cette semaine participent effectivement à nos côtés sur la semaine de la mobilité. Ce sont des animations qui sont faites en entreprise, organisées par les entreprises sur des thématiques bien spécifiques. Pour donner un exemple, par exemple, SNECMA fait une thématique spécifique sur la sécurité. Donc il y a des interventions pour faire des révisions des véhicules des salariés, des voitures tonneaux. Orange, par exemple, fait une thématique sur tout ce qui concerne la marche à pied et les circulations douces. Et puis EADS et Thales, par exemple, sur le secteur de la Clé-Saint-Pierre, font des thématiques sur la mobilité électrique avec des véhicules électriques. Alors le PLD est la déclinaison locale du plan de déplacement urbain d'Île-de-France, qui est un schéma qui donne des grandes orientations en vue de favoriser les modes actifs et les transports en commun. Les objectifs du PDU, c'est d'obtenir dans les 10 ans à venir un report modal avec un développement des transports en commun de plus de 20%, sur les modes actifs plus 10%, et de limiter la croissance de l'automobile, voire de la réduire à 2%. La déclinaison que nous avons faite sur Saint-Quentin, qui a été effectivement arrêtée par le Conseil communautaire le 27 juin de cette année, 2013, effectivement s'inscrit dans cette dynamique avec tout un ensemble d'orientations et une ambition très importante de manière à effectivement rendre encore plus attractifs tous les modes alternatifs. Mais c'est possible ça? Vous disiez réduire l'utilisation de la voiture. C'est les objectifs. C'est pas utopique? Non, je ne pense pas que ça soit utopique, puisque ce qu'on constate, notamment par exemple sur des pôles d'emploi comme le secteur de la Clé-Saint-Pierre, on a eu des renforcements par exemple très significatifs de la ligne 15. Et sur cette ligne 15, ce qu'on constate, c'est les renforcements permanents de cette ligne amènent une fréquentation toujours croissante. Et on a effectivement un certain nombre de salariés qui se rabattent sur les transports en commun. Et pas plus tard que ce matin, on a eu aussi une animation dans le cadre de la semaine de la mobilité sur le Technocentre. Et la plupart des 400 personnes qu'on a vues ce matin au Technocentre posaient des questions pour savoir comment effectivement utiliser des modes alternatifs aux véhicules, sachant que la voiture restera quand même un mode incontournable, et puis on aura peut-être aussi des améliorations significatives avec le covoiturage dynamique qui permettront effectivement d'améliorer aussi les choses. Le Technocentre du côté de Guyancourt, puisqu'on parlait auparavant de la Clé-Saint-Pierre à Elancourt, de l'autre côté de l'agglomération. Semaine européenne de la mobilité qui débute donc aujourd'hui. L'agglomération de Saint-Quentin y participe, vous l'avez entendu. On va évoquer un peu plus en détail le programme de cette semaine qui concerne le grand public. Ce sera juste après ce micro-trottoir, c'est notre question du jour. Prenez-vous les transports en commun et pourquoi? Non, j'habite à 53 km de mon travail, donc pas possible de prendre le train. Il n'y a pas assez de trains et il n'y a pas assez de bus de la gare de Saint-Quentin pour venir ici. J'habite à 15 km, donc je trouve ça plus pratique de prendre ma voiture. Il n'y a pas de transport de ligne directe entre Plaisir et Saint-Quentin. Alors je prends les transports en commun de temps en temps entre Saint-Cyr et Saint-Quentin. Et comme il y a une piste cyclable, je vous avoue que quand je peux rentrer à pied ou venir à pied, je viens à pied. Non, parce que j'habite vers Dreux et que les transports en commun ne sont pas... Il n'y en a pas assez. Je prends le bus parce que c'est plus rapide pour venir. Non, parce qu'il y a une correspondance et en fin de compte je prends plus de temps de trajet que si je viens en voiture. Bon, j'habite à côté de Mantes-la-Jolie, donc du coup c'est pas simple pour venir jusqu'ici avec le trafic. Donc voilà, je prends les transports en commun. Et les gens qui habitent très loin ont en général des difficultés pour venir en transport en commun. Vous regardez ce qui se passe au-delà de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, vous échangez avec les autres communes, les autres agglomérations? Oui, pour tout à fait. homogénéiser un peu. Oui, on a fait un très gros effort là depuis une année, notamment en lien avec le syndicat des transports d'Île-de-France, pour renforcer nos lignes interurbaines. Interurbaines, ça veut dire nos lignes qui vont au-delà effectivement du pôle de Saint-Quentin. Et on a obtenu des renforcements sur 5 lignes importantes, notamment la liaison vers Massy-Orly, la liaison vers Cergy et Poissy, la liaison vers Saint-Cloud, et puis également des liaisons entre Saint-Rémy et puis Magny et puis Versailles.
Dans l'actualité, il est aussi question en ce moment de cette hausse de la TVA qui s'appliquera l'année prochaine sur les transports de 5,5% à 10% pour un pass Navigo pour les Parisiens par exemple. L'abonnement mensuel passerait de 62,90 à 64,66. Est-ce que ça peut freiner le développement des transports en commun, cette hausse de la TVA sur les transports? C'est ce que disent les Verts, et ils demandent au gouvernement de revoir un petit peu la copie là-dessus. Je pense voire d'aller vers la gratuité globale. Là, il faudra effectivement peut-être mener une enquête et voir a posteriori quels sont les impacts. Je pense que les freins principaux à l'usage des transports en commun sont plutôt liés à la qualité de l'offre de service qui est offerte, c'est-à-dire la fréquence, l'amplitude et la régularité. Ce que l'on constate, notamment sur Saint-Quentin, quand on met en place une offre très fortement structurée, très cadencée, avec une amplitude, on obtient des résultats très significatifs avec des fréquentations élevées. Bien évidemment, dans le contexte actuellement de crise, des augmentations tarifaires sont peut-être effectivement... Bon, maintenant, elles restent quand même modérées. Et effectivement, il faut qu'on obtienne vis-à-vis de ces augmentations de tarifs un renforcement très important des offres, ce qu'on a obtenu notamment sur la ligne interurbaine. Sur la qualité véritablement pour répondre aux attentes des usagers. En attendant cette hausse de la TVA et 2014, on peut s'attarder à l'inauguration de la gare de Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux. Plus précisément, ce sera le 18 septembre. C'est une rénovation d'envergure, c'est une gare flambant neuve. Quels sont les changements qui ont été apportés ? Donc cette dynamique s'est inscrite dans le cadre d'un contrat de pôle très important, puisque c'est une enveloppe de 24 millions qui a été allouée dans le cadre d'un partenariat avec la région, l'État, le Conseil général, les communes et puis effectivement la communauté d'agglomération. Donc on a une restructuration très importante. L'ensemble des personnes de Saint-Quentin ont pu se rendre compte effectivement de la rénovation de la salle des pas perdus, les travaux qui sont menés également sur le secteur du Teul, la rénovation au nord de la gare avec la création d'une nouvelle gare routière sur la RD10 et l'ouverture notamment vers le nord, vers le quartier du Pas du Lac. Et puis il y a également cette nouvelle ligne, puisqu'on parle de l'inauguration de la gare. Vous avez mentionné la gare routière. C'était déjà vendredi dernier le lancement officiel de ces nouvelles lignes de bus, Saint-Quentin-Massy, Saint-Quentin-Orly, un bus toutes les 15 minutes aux heures de pointe au départ de la gare de Montigny, donc des lignes ouvertes toute la semaine. À noter également que l'ensemble des courses desservent le technocentre Renault à Guyancourt. On va écouter le directeur de la société en charge de l'exploitation, c'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est une ligne qui existe depuis 1996 et qui a connu des développements successifs. Et là, on est heureux de mettre en place ce dernier développement qui permet aujourd'hui de relier Saint-Quentin en Yvelines à Massy et à Orly tous les jours de l'année, du lundi au vendredi, puis le samedi, le dimanche et les jours fériés. Et en jour de semaine, aux heures de pointe, on propose un cadencement de 15 minutes en heure de pointe, soit vers Massy, soit vers Orly. C'était une demande des usagers, de la collectivité, du STIF, et on a travaillé en partenariat tous ensemble pour offrir cette belle offre de transport aujourd'hui. Voilà pour ces nouvelles lignes Saint-Quentin-Massy, Saint-Quentin-Orly, tous ces lancements qui se font dans le cadre de la semaine de la mobilité qui se poursuit jusqu'au 22 septembre de cette année. Ça a commencé aujourd'hui, on évoquait les différents rendez-vous, on a parlé de l'inauguration de la gare. Il y aura des points d'information aussi qui seront organisés et puis la possibilité de participer. Ce sera le 18 septembre à ce jeu concours avec un petit questionnaire, un petit quiz. Voilà. À quoi va servir ce quiz? On peut gagner quoi? Ce quiz de la mobilité? Des nombreux lots, dont un vélo, et des nombreux lots qui sont effectivement j'invite chacun. Pas une Twizy. Non, on ne gagne pas une Twizy, mais chacun peut aller sur le site d'internet de l'agglomération pour voir les lots. Mais des lots liés bien évidemment à la mobilité. Avec des séries de questions. Jusqu'à quel âge est-on autorisé à circuler en vélo sur les trottoirs? 5, 8 ou 15 ans? Je sais que vous avez révisé juste avant de venir en plateau. Voilà, tout à fait. Alors la réponse, mais je ne la donne pas puisque les gens doivent répondre en ligne. C'est trop facile, mais je vous assure que vous connaissez la réponse, je vous ai entendu tout à l'heure. Un indice, c'est pas 5 et c'est pas 15. Voilà, ça vous laisse choisir. 3 possibilités. J'évoquais la Twizy, c'est important aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que ça a bien marché? La possibilité d'utiliser cette Twizy en partenariat avec Renault, avec le Technocentre, la possibilité de la louer, de la laisser à peu près où on veut dans Saint-Quentin-en-Yvelines. Les résultats qu'on a de l'enquête montrent que 92% des personnes qui utilisent le service Twizy en sont très satisfaits. Donc il y a un vrai engouement pour ceux qui l'utilisent avec une vraie adhésion au service. Actuellement, on a plus de 1000 personnes qui sont effectivement inscrites sur ce service. Un nouvel opérateur vient de reprendre le service à la suite de Renault, qui est une société, une PME qui est sur Montigny, qui s'appelle Kimove. Donc c'est un service qui, je suis convaincu, répond à des besoins et à des besoins qui se renforcent. Cette petite voiture
voitures électriques. Pour tout savoir sur les déplacements à Saint-Quentin-en-Yvelines, le guide de la mobilité, il a été mis à jour. Vous pouvez vous le procurer. Il est sur le site de l'agglomération de Saint-Quentin ou directement dans vos locaux également. Emmanuel Vega a été l'invité de cette édition en charge des transports et déplacements sur l'agglomération. J'ai tout de même une dernière question. Le transport de demain, vous l'imaginez comment ? Ouh là, c'est une question difficile. Vous avez 30 secondes. En termes de mobilité individuelle, on pense qu'on aura certainement des choses relativement automatisées qui permettront certainement de limiter toutes les, disons, les problèmes de fluidité, les problèmes d'accidentologie. Donc il y a des choses notamment qui commencent à se mettre en place avec des véhicules qui se garent automatiquement tout seuls, des véhicules qui peuvent se déplacer plus ou moins tout seuls. Donc on a un pôle de compétitivité qui est le pôle Moveo, qui est basé à Satori, qui réfléchit à ces mobilités un petit peu automatisées qui peuvent être intéressantes dans les mobilités, entre guillemets, plus ou moins individuelles. Merci à vous. Et je sais que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, je voulais dire juste un petit mot concernant la semaine de la mobilité. Pour le grand public, mercredi, il y a un ensemble d'animations en gare qui sont, je pense, intéressantes, avec du gravage pour ceux qui ont des vélos à graver, avec la police de Guyancourt qui sera présente, donc on pourra faire graver son vélo. Il y a également l'office de tourisme et la maison, le musée de la ville qui fait des balades aussi en ville. Et puis on a un réparateur vélo aussi à partir de 14h, aussi le mercredi 18, qui réparera les vélos de ceux qui souhaitent effectivement se remettre à faire du vélo. Programme complet de cette semaine de la mobilité sur le site internet de l'agglomération. Et puis il y aura aussi une promenade à vélo le 21 septembre à 14h, départ devant la gare. Merci à vous. Merci. Tout autre sujet à présent. L'agence du Crédit Agricole a été victime d'un braquage. Les faits se sont déroulés vendredi en fin de semaine dernière. Début d'après-midi, près du distributeur de billets, un homme cagoulé a surgi du plafond. Il a demandé à l'employé qui rechargeait la machine de lui ouvrir le sas sécurisé. Le braqueur a tout simplement découpé le plafond à la scie sauteuse. C'est audacieux, un peu plus tôt dans la journée et en toute tranquillité. La somme volée n'a pas été dévoilée. L'enquête revient à la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Versailles. À Manille-les-Hameaux, le centre commercial du quartier du Buisson entame une rénovation de 3 mois. La ville et le bailleur social Opivoix financent les travaux d'un montant de 223 000 €. L'accès au magasin sera maintenu, mais des places de stationnement seront supprimées. Il faudra s'adapter. À terme, l'auvent sera détruit, les menuiseries remplacées et les façades repeintes. Les journées du patrimoine se sont déroulées ce week-end et le bilan est bon malgré la pluie. Plusieurs sites ont attiré les visiteurs, à commencer dans les Yvelines par le bâtiment qui abrite à Versailles la préfecture et le conseil général. Un bâtiment construit pendant le Second Empire qui accueillit notamment des personnages célèbres comme Adolphe Thiers ou encore 2 présidents de la République, MacMahon et Jules Grévy. Le reportage de Catherine Zulato et de Jonathan Villeman. Mais regardez quand même la beauté du décor et surtout cette quantité d'or. Vous savez que sous Napoléon III, on a beaucoup de l'or et alors là, vous avez une étude. Un peu intimidés, les visiteurs en entrant dans la salle du Conseil général ce dimanche. Forcément, les lieux qui abritent à la fois la préfecture et les bureaux du département ont de quoi faire briller les yeux. D'autant plus quand on sait que ces bâtiments construits sous le Second Empire ont accueilli d'illustres personnages, Adolphe Thiers ou encore 2 présidents de la République, MacMahon et Jules Grévy. À l'occasion des journées du patrimoine, toutes les salles étaient accessibles et dans le parc, on pouvait croiser le préfet et le président du Conseil général. Le département, c'est plus modeste, vous êtes plus repéré. Non, c'est très très chic. Parce qu'en fait, vous avez gardé le balcon. Ah oui, j'ai le balcon. Vous allez pouvoir voir. Vous n'êtes pas monté encore. Des visiteurs conquis à la fois par les lieux et par ces journées. Ça donne accès à tout un tas de monuments, de bâtiments que nous ne pourrions pas visiter pendant le reste de l'année. Et en même temps, ce sont des bâtiments qui appartiennent à tout le monde. Moi, j'ai trouvé que c'était un très joli bâtiment, splendide, avec une histoire assez unique, puisque c'était en même temps, au 19e, le siège du gouvernement. Le jardin est très beau, et très agréable. Voilà, enfin, ça ressemble un peu au château. Ces visites ont attiré quelques 2500 personnes pendant tout le week-end. Autre visite proposée durant ces journées du patrimoine, celle de la mosquée de Plaisir. L'occasion de découvrir le lieu, mais aussi le culte musulman et le rôle de l'imam. Un reportage de Yolène Thorez et de Jonathan Villeman. C'était une des visites insolites du week-end. La mosquée de Plaisir a ouvert ses portes au grand public pour les journées du patrimoine. L'occasion de faire tomber les préjugés. C'est important aujourd'hui de
de donner une autre image, redorer un peu l'image de l'islam et de notre communauté, parce qu'on entend énormément de choses dans les médias, et là ça nous permet d'avoir vraiment une tribune pour pouvoir se présenter, pas pour en parler, mais pour que les gens viennent vraiment nous voir. C'est une reconnaissance pour nous et pour notre communauté aujourd'hui de pouvoir être associés au patrimoine. Quelques curieux ont fait le déplacement à l'écoute de l'histoire de cette mosquée qui date de plus de 10 ans. Ce n'est pas là la seule occasion de visiter le lieu. Toute l'année, cours de soutien scolaire et sorties entre adultes et enfants y sont organisés avec l'association. On ne tombe pas dans l'extrémisme, on ne tombe pas dans ce qu'on raconte dans les médias, de vouloir être dans notre bulle, isolé de tout. On est en contact très régulier avec, que ce soit la mairie, des associations, on reçoit des écoles. Je veux dire, on passe par un certain nombre de rencontres et des relations avec l'extérieur au quotidien. La mosquée de Plaisir fait partie des 68 mosquées du département. Demain, dans le 7-8, l'actu, je recevrai le responsable de la mission éducative d'aide et action France, basée à Coignières. Il sera question d'un documentaire que soutient l'association et qui nous fait découvrir le quotidien de 4 enfants du Kenya, de l'Atlas marocain, de l'Inde et de la Patagonie. 4 enfants qui ne pourront s'en sortir que par l'éducation. Sur le chemin de l'école, c'est le nom de ce film documentaire. Il signé Pascal Plisson. Il sort en salle le 25 septembre. Il sera projeté en avant-première demain, mardi, à l'UGC de Montigny-le-Bretonneux. Le montant des recettes sera reversé à Aide et Action. La réservation est obligatoire à l'adresse internet qui s'est affichée. Aide et Action milite pour l'accès de tous à l'école depuis 1981. L'an dernier, elle a soutenu 119 projets dans 25 pays. Un mot de sport à présent. En baseball, les Cougars de Montigny, le Bretonneux, ne disputeront pas la finale de 2e division. Battus ce week-end à domicile pourtant par Pessac. Une rencontre très incertaine mais qui a échappé aux locaux, comme nous l'explique Anthony Reich. Après le froid de cet hiver et la longue interruption de l'été avant les playoffs, les organismes minimontains semblent usés. Mais à quelques jours d'une demi-finale retour décisive, Arnaud Faux, l'entraîneur des Cougars, préfère oublier la déception du match aller et va tout faire pour remobiliser ses joueurs. Tout le monde est peut-être un petit peu fatigué, oui, mais une finale, ça vaut le coup, quoi. Donc, les remotiver, on ne peut pas motiver quelqu'un qui ne l'est pas, mais je suis sûr qu'ils sont tous un petit peu motivés. Ce que je vais essayer de faire, c'est de les rallumer la petite flamme qu'ils ont. Au match aller, cette petite flamme avait quitté les Inimontains. Manquant d'agressivité et de précision, ils se sont inclinés par 2 fois à Pessac. Les demi-finales de Division 2 se jouant au meilleur des 5 matchs, les Cougars ne doivent plus perdre pour espérer voir la finale. On est complètement de haut mur. Il faut gagner 3 matchs, tant que c'est pas fini, on est encore là. On a joué chez eux, on va jouer chez nous. On a quand même, j'allais dire tout, mais non, on a quelques points de notre côté quand même. La survie des Cougars passe d'abord par un premier match couperet ce samedi après-midi pour ne pas vivre une fin de saison cauchemardesque. Dès les premiers lancers, le sort s'acharne sur les Cougars en plus du handicap de 2 matchs à remonter. Des trompes d'eau s'abattent sur Jean Maréchal. La rencontre doit être interrompue. Les Cougars vont devoir jouer 3 manches sur une journée, quasiment du jamais vu. Le lendemain, gonflés comme des cocottes minutes, les Inimontains s'imposent finalement dans ce premier match. 12 points à 2, bis repetita dans la seconde rencontre. 13-2 en faveur des joueurs d'Arnaud Faux. Les home runs s'enchaînent et tout le peuple saint-quentinois croit alors à l'exploit. Mais les Cougars entament mal ce match décisif et dans la 8e manche, un défenseur de Pessac réalise un catch magnifique qui donne la victoire aux Panthères. 6-5, la marge de la finale aura été trop haute pour les Inimontains qui pourront regretter longtemps leur raté du match aller. La date d'inauguration du Vélodrome dévoilée, il s'agira du 30 janvier 2014. Rappelons que ce site à Montigny, le Bretonneux, entend devenir le nouveau Clairefontaine du cyclisme. Nous vous montrions il y a quelques semaines les premières images de la pose de la piste, une structure qui sera unique en Europe, longue de 250 mètres, inclinaison plus importante qu'ailleurs également, 44 degrés. L'anneau du Vélodrome est déjà surnommé la piste record. La fédération et l'équipe de France vont aussi s'installer à Saint-Quentin en Yvelines et puis derrière le Vélodrome, une arène de BMX couverte est en train de voir le jour, un projet dont le budget s'élève à 70 millions d'euros. Inauguration donc le 30 janvier 2014.
Une toute dernière information, un clin d'œil plutôt à l'heure d'Internet. Les annuaires papier des pages jaunes restent très prisés. 72% souhaitent toujours le recevoir. C'est le résultat d'une enquête qui a été menée par la société éditrice. 52,5% des Français consulteraient l'annuaire au moins une fois par an dans sa version papier. Et puis, si vous faites partie de cette majorité, sachez que l'édition Yveline 2013 est en cours de distribution en ce moment. 427 256, c'est très précis, annuaires papier vont être acheminés rien que pour le département. C'est la fin de cette édition du journal du 16 septembre. Je vous retrouve demain en direct à 18h pour un nouveau point complet sur l'actualité locale. Excellente soirée sur TV Fil.